Bonjour, chers stagiaires. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons présenter et nous allons étudier l'évaluation, la comptabilisation des éléments du passif. Donc, bien sûr, après avoir bien détaillé comment les normes IFRS prévoient le traitement des éléments d'actifs, qu'ils soient actifs courants, qu'ils soient actifs non courants, nous allons maintenant étudier et faire un aperçu sur les méthodes d'évaluation et de comptabilisation des éléments du passif. Alors, pour traiter ce thème-là, nous allons étudier d'une manière successive les trois sections comme sont détaillées devant vous. La première section sera dédiée pour l'étude et la définition ainsi que les composantes des capitaux propres. La deuxième sera consacrée pour le calcul de résultats de base par action. Ça veut dire quoi? Quelles sont les étapes à suivre pour normalement détailler et pour normalement calculer le résultat par action. Et finalement, en troisième section, nous allons voir l'évaluation et la comptabilisation des provisions. Bien sûr, les provisions liées au passif. OK? Sachant que les provisions, normalement, en comptabilité, peuvent être que ce soit d'une dépréciation d'actifs, que ce soit d'une augmentation du passif. Alors, comme première section, portant le titre des les capitaux propres, alors ce qui est normalement, ce qui est bien sûr, est-ce que si nous voulons définir les capitaux propres, les normes IAS, les normes IFRS, et il n'y a pas de norme qui est normalement dédiée juste pour la définition et l'évaluation des capitaux propres. D'accord? Mais le cadre conceptuel, il a consacré une définition pour les capitaux propres. C'est juste à côté normalement de la définition donnée pour les actifs courants, actifs non courants, les passifs courants, les passifs non courants. Donc, c'est là où il y a normalement la définition des capitaux propres. Parce que normalement, les capitaux propres, ils représentent l'intérêt résiduel dans les actifs de l'entreprise après déduction de tous ses passifs. Ça veut dire quoi? Parce que normalement, les éléments d'actifs, ils viennent pour augmenter l'actif économique, ce qu'on appelle les avantages économiques. Et les éléments de passifs, ils viennent de diminuer cet avantage économique créé par l'actif. Donc, la différence entre les deux donne directement le montant du capital propre. Alors, les capitaux propres contient les éléments suivants. Premièrement, nous avons le capital social, à savoir que le capital social, c'est le capital créé par les apporteurs de capitaux, que ce soit au moment de la création de l'entreprise, soit au fil bien sûr, durant la vie d'exploitation de l'entreprise via les augmentations et les réductions du capital qui peuvent être arrivées durant la vie de cette entreprise-là. Okay? Donc, le capital social il est constitué du fonds apportés par les actionnaires. Il faut distinguer entre les actions libérées et celles non entièrement libérées, sachant que si on se réfère sur le plan comptable marocain aussi, à ce que les, les capitaux propres se composent de capital social, des primes, qu'elles soient primes de fusion, d'apport et d'émission, de l'écart de réévaluation, des réserves, qu'elles soient réserves légales ou bien autres réserves facultatives statutaires réglementées, aussi de résultats, que ce soit en instance d'affectation
ou bien résultats non encore affectés, d'accord? Pardon, d'exercices antérieurs, d'accord? Soit aussi normalement du report à nouveau, qu'il soit débiteur ou bien créditeur. Alors, la prime d'émission, c'est la différence normalement entre le prix d'émission d'une action et sa valeur nominale. Par exemple, une action du valeur nominale 4000 dirhams et elle est vendue sur la bourse voilà, aux actionnaires avec 5000 dirhams, ce qui fait la prime d'émission. On enregistre dans le capital social juste 4000 dirhams pour la valeur nominale et la différence entre le prix de cession ou bien le prix d'émission et la prime et la valeur nominale, c'est ce que nous donne tout simplement la prime d'émission. Donc, c'est 5000 moins 4000 égale 1000 dirhams par action. D'accord, qu'on multiplie juste fois le nombre d'actions émises sur le marché pour déterminer de, le montant global de la prime d'émission et qui est normalement totalement libéré dès l'émission et la souscription des nouvelles actions émises, quelle que soit la libération, que ce soit totale ou bien partielle de la valeur nominale. Ok? Les titres hybrides, ce sont bien sûr parfois, par exemple, des obligations, sachant que normalement l'obligation ordinaire, il doit être enregistré directement dans un emprunt obligataire. C'est pas c'est pas du capital propre. Mais parfois, il y en a des obligations qui ne sont pas, voilà, pardon, leurs événements futurs ne sont pas figés, ne sont pas prédéterminés, ne sont pas certains. Ce qui fait, est-ce que on va les garder à l'échéance et on va retenir des intérêts? Est-ce que bien sûr normalement nous allons les convertir en actions? Est-ce que la rémunération sera en actions? Donc une fois que leur échéance elle est normalement incertaine, ce qui fait ici cette obligation-là, elle est inscrite sous forme de titre hybride qui est par la suite inscrite en capitaux propres. Alors, par exemple, une obligation dont le remboursement dépend d'événements futurs incertains qui se retrouvent hors contrôle tant du limiteur que de détenteur. Exemple, le remboursement en fonction d'indice boursier au taux d'intérêt, sachant que l'indice boursier futur, je ne peux pas le déterminer. Le taux d'intérêt, parfois, quand il est variable, je ne peux pas le déterminer, d'accord? Ce qui fait, donc, puisqu'il y a une incertitude sur le futur de l'obligation, donc ici, on peut classer l'obligation sous forme d'un titre hybride, ok? Doit être classé en capitaux propres si la probabilité du remboursement est faible. Bien sûr, on l'inscrit tout simplement parfois comme titre hybride, ok? Autre élément formant les capitaux propres, c'est le résultat. Et l'IAS1, il a mis en place deux méthodes ou bien deux manières de détermination du résultat à partir de compte à partir de compte de résultat. D'accord? Donc, nous avons un tableau qu'on doit toujours produire à chaque à chaque fin d'exercice, appelé le tableau de résultat, et selon deux méthodes, que ce soit par nature ou bien par fonction. Ça veut dire quoi? Que les produits et les charges peuvent être classés soit par nature ou bien par fonction. Ok? Et on détermine normalement le résultat à la fin d'exercice. Alors, l'IAS1 requiert la présentation de toutes les composantes du résultat, à savoir le total des produits diminués des charges avec une classification par nature ou par fonction dans le compte du résultat. Donc, IAS1 demande simplement aux entreprises d'adopter la méthode la mieux à même de présenter fidèlement leur performance, charge par nature ou coût des ventes. Vous pouvez utiliser et choisir la méthode comme vous voulez, mais vous devez la mentionner, quelle méthode que vous avez adoptée. Alors, dans le cadre d'une présentation avant répartition du résultat, il serait avant toute dotation ou reprise de réserve, le bilan après répartition, quant à lui, démontrera le bénéfice distribuable. Ça veut dire quoi?
que normalement, avant de distribuer le résultat, on doit toujours déterminer le bénéfice distribuable, qui est normalement le bénéfice de l'exercice, plus ou moins le report à nouveau, ça dépend sur le débiteur ou bien sur le créditeur, moins les dotations à la réserve légale, moins les dotations bien sûr aux autres réserves, qu'elles soient statutaires ou bien facultatives et ainsi de suite, plus les réserves qui ont été mises en distribution. Parce que les réserves, on les garde au niveau du bilan sous forme du capital propre. Mais ça peut être que l'entreprise aurait le choix de les que ce soit de les imputer sur le capital comme augmentation de capital, que ce soit de les distribuer sous forme de dividendes à n'importe quel moment, ça dépend bien sûr les consignes de l'Assemblée générale. Donc une fois déterminé le bénéfice distribuable, on passe à détermination des résultats par actionnaire ou bien par action en général. Alors, avant d'aller bien sûr à la section 2, à partir duquel nous allons traiter les dividendes ou bien les résultats par action, parmi les éléments formant ce qu'on appelle les capitaux propres, nous avons un compte appelé intérêt minoritaire. Quand on parle, s'il vous plaît, sur les intérêts minoritaires, est-ce qu'il se figure-t-il sur les comptes sociaux individuels ou bien sur les comptes consolidés? Alors, distinction, s'il vous plaît, entre comptes sociaux et comptes consolidés. Comptes sociaux, ce sont les comptes que doit présenter chaque entreprise, quelle que soit sa nature, à la fin d'exercice. Entreprise X, Y, ça veut dire quoi? Elles doivent présenter bilan CPC et les autres, voilà, états financiers qui sont normalement mis en place et prédéterminés par le plan comptable de marocain. D'accord? Mais dans le monde où il y a bien sûr des participations réciproques ou bien des partitions des entreprises dans d'autres entreprises, et donc ces entreprises normalement, elles peuvent être appelées normalement des actionnaires dans d'autres entreprises, et parfois ces participations-là, elles dépassent normalement les 50%. Donc une fois qu'une entreprise détient plus que 50% du capital de notre entreprise, donc à la fin d'exercice, elles doivent les deux élaborer bilan des comptes sociaux individuels distingués, mais l'entreprise qui détient dans le capital de l'autre plus de 50%, elle a le droit d'élaborer un deuxième bilan appelé le bilan consolidé, à partir duquel elle fait un regroupement de tous les comptes des deux bilans. Par exemple, le bilan a fait immobilisation 1000, le deuxième bilan fait maintenant immobilisation 500, ce qui fait le bilan troisième consolidé que nous allons trouver immobilisation avec 1000 plus 500 égale 500 dirhams, 1500 dirhams. Et comme ça, s'il vous plaît. Quand est-ce que normalement on regroupe tous les éléments du bilan qui plus et plus, c'est une fois qu'on a le 100% de la participation du capital. Mais parfois, si je n'ai pas normalement le 100% de le capital, donc ce qui fait bien, il y a parmi les actionnaires ceux qui ont aussi le droit dans cette entreprise-là. Donc je détermine normalement la part des autres actionnaires dans les capitaux propres de cette entreprise. C'est ce qu'on appelle l'intérêt minoritaire. Par exemple, ils ont 20%, ils ont 30%, ils ont 40%, et moi j'ai 60%. Donc, je dois calculer sur les capitaux propres de l'entreprise filiale, d'accord, les 40% de ces capitaux propres à imputer ou bien à enregistrer en passif sous forme d'intérêt minoritaire. À cette information, nous allons revenir à ces définitions-là que je vous ai données bien sûr concernant consolidation, société mère, société filiale, dans l'autre partie, dans la dernière partie de ce module-là, appelée la consolidation. Ok? Alors,
l'intérêt minoritaire, on appelle intérêt minoritaire la part des capitaux propres qui n'appartiennent pas aux actionnaires de l'entreprise. La part des capitaux propres qui n'appartiennent pas aux actionnaires de l'entreprise. Mais c'est juste, s'il vous plaît, une fois qu'on parle sur le bilan consolidé. En effet, un bilan consolidé intègre l'ensemble des filiales détenues par une société, mais certaines d'entre elles peuvent ne pas être détenues en totalité. Par exemple, après une acquisition, selon les normes comptables et IFRS, si une entreprise détient plus de 50% d'une autre entreprise, et si elle la contrôle via des droits de vote, les comptes peuvent être consolidés, comme s'il s'agissait d'une seule entreprise. Tout ça, normalement, va être normalement voilà, réexpliqué dans le module, dans le chapitre suivant. Alors, on soustraira du bilan du parti non détenu la part et le résultat des intérêts minoritaires apparaît dans la partie relative aux évolutions du capital propre. Ça veut dire quoi? Qu'on retient les capitaux propres, on soustrait la part des capitaux propres détenus par les autres actionnaires. Le reste, il est incorporé dans les capitaux propres de l'entreprise, mais la différence, pardon, la partie diminuée, elle est inscrite sur le compte d'intérêt minoritaire. Alors, après avoir bien expliqué les éléments du capital propre, nous allons maintenant passer à la deuxième section concernant toujours évaluation et comptabilisation des éléments du passif, tout en abordant le thème ou bien la section résultat de base par action qui est traitée par la norme EAS 33. Ça veut dire quoi l'objectif derrière cette section? Comment on détermine les résultats ou bien les dividendes unitaires par action à partir du consigne et à partir des instructions de la norme EAS 33. Alors, déjà, pour déterminer normalement le résultat, il faut prendre en considération le bénéfice réalisé et pour déterminer aussi ce résultat, bien sûr, par action, pardon, c'est dividendes unitaires, je dois prendre en considération le nombre d'actions mises en circulation par l'entreprise. Ça veut dire quoi? Le nombre d'actions détenues, qu'elles soient cotées ou bien non cotées. Alors, selon la norme EAS 33, le calcul de ce résultat ne concerne que les sociétés cotées et il vise à améliorer les comparaisons de la performance entre entités différentes pour même période ou entre périodes différentes de même entité. Ça veut dire quoi à partir de cette consigne-là? Est-ce que le calcul normalement de ce type de résultat par action ou de vote par action, il est obligé tout simplement de le calculer juste pour les sociétés cotées. C'est afin de quoi? C'est afin de donner une information financière aux investisseurs sur la santé financière, sur la performance de l'entreprise entre deux dates différentes, ou bien c'est pour comparer des entreprises que ce soit du même secteur ou bien d'une même place boursière ou bien d'une même bourse normalement afin de prendre toujours la bonne décision en matière d'investissement. Comment il est calculé cet résultat de base par action? Est-ce que le résultat de base ou bien le résultat net, on prend le résultat net comme c'est déjà calculé ici. Voilà, donc nous avons parlé sur le bénéfice distribuable ou bien le résultat net à distribuer, d'accord? Donc c'est le bénéfice distribuable. Voilà, je peux l'encercler ici. C'est juste le bénéfice distribuable qui est déterminé bénéfice moins au plus le report à nouveau c'est des pollutions, moins les réserves, plus les réserves mises en circulation, ça va donner le bénéfice qui est distribuable. Alors, ce montant-là, on le divise toujours sur les actions mises en circulation. Et ici, s'il vous plaît, il faut faire attention à ce que les actions peuvent être les actions peuvent être normalement libérées totalement dès le début d'exercice, comme il se peut que certains de
peuvent voilà, être libérés du début de l'exercice, alors que les autres seront libérés au cours de l'exercice. Donc, normalement, différence temporelle entre ceux qui ont été libérés dès le début de l'exercice ou bien ceux qui ont été libérés au cours de l'exercice, ils ne vont pas générer le même dividende ou bien bien sûr les mêmes dividendes ou bien les mêmes bénéfices nets par action parce que il se différencie bien sûr de la période de libération. Donc, le résultat net que divise le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation de l'entreprise. Donc, on parle ici, s'il vous plaît, sur les actions en circulation, ça veut dire quoi? Qu'elles sont cotées. Ça veut dire qu'il correspond le nombre d'actions ordinaires du début d'exercice ajusté du nombre de celles-ci, de celles émises ou remboursées pendant la période multipliée par un coefficient de pondération en fonction de temps. Ça dépend quand est-ce que, à partir de cette conseil-là, ou bien de ce tiré, est-ce qu'on doit prendre en considération, comme je vous ai déjà expliqué, les actions libérées en début d'exercice, augmenter de ceux créés à l'augmentation du capital et diminuer de ceux qui ont été réduits ou bien annulés à l'occasion de quoi? D'une diminution du capital. Donc, on doit toujours prendre en considération de ces éléments. Par exemple, une libération qui vient d'arriver le 1er octobre. Et l'autre, bien sûr, il était le 1er janvier. Donc, le 1er octobre, on a le 1 quart. علاش لان خدينا حتى لو troisième حتى le quatrième trimestre. Donc on ne doit pas bien sûr les mettre toujours dans le même base de calcul avec ceux qui ont été libérés dès le premier jour de l'exercice N. Alors celui-ci est égal au rapport entre le nombre de jours où les dites actions sont en circulation et le nombre total de jours de la période. C'est le rapport que je maintenant. Alors, voilà un petit exemple concernant le calcul de résultat de base par action. Le capital social de la société A est constitué de 1750 actions d'une... 1700 actions d'une valeur nominale de 5000 dirhams. Au 30 juin 1, la société A procède à une augmentation du capital donnant lieu à l'émission au pair de 500 actions. Je pense, est-ce que vous avez bien sûr entendu, bien sûr, par ce concept-là, voilà ce qu'on appelle l'émission au pair. L'émission au pair, c'est une fois que les actions émises sont émises avec un prix d'émission qui est égal automatiquement à la valeur nominale. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de différence entre le prix d'émission et le prix de la valeur nominale. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas lieu de valeur ou bien de prime d'émission. Alors, pour l'exercice clôturant au 31 décembre N, le résultat net est de 70 000 dirhams, 70 kg. Alors, nombre moyen pondéré d'actions égale 1700 actions qui ont été libérées dès le premier, plus 500 fois 1,5. Pourquoi fois les juges? Parce que la libération des 500, elle n'était pas arrivée que juste le 30 juin. Ça veut dire quoi? On va compter juste les 6 mois qui suivent. Ça veut dire quoi? On va faire 500 fois 6 sur 12. Ça va donner 250 plus 1750, c'est le total 2000. Donc le résultat de base par action égale 70 000. OK? 70 000. Par exemple, c'est 500 fois 6 sur 12. Ça va donner, le résultat. Le résultat par action, ok? 500 fois 6 sur 12, ça veut dire quoi? À partir du mois de juillet, ça va donner le résultat 250 plus 1750, ça va donner 2000 actions. Donc, le résultat de votre par action, c'est 70 000
que divise 2000, c'est 35 dirhams par action. C'est tout ce qui est, tout ce qui concerne normalement la détermination des résultats de base par action. C'était bien expliqué, plus un petit exemple concernant ce sens-là. Passons maintenant à la troisième section concernant toujours les capitaux ou bien les éléments de passif. Et cette fois-ci, nous allons traiter les provisions. Ça veut dire quoi? Le traitement comptable en normes IFRS des provisions. De passif, bien sûr. Nous allons traiter ici l'IAS 37. Alors, l'IAS 37, sur l'IAS 37, une provision est comme des passifs dont l'échéance et le montant est incertain. C'est une définition brève. C'est une définition qui récapitule. Voilà ce que nous allons, ou bien ce que nous aurons besoin pour distinguer une provision et un passif. Par exemple, une dette fournisseur. On connaît son montant et on connaît son échéance. Par exemple, un emprunt bancaire. On connaît son montant et on connaît son échéance. Donc ces deux-là ne sont pas des provisions. Ce sont des passifs, des éléments du passif. Qu'elle soit inscrite un élément passif courant, bien non courant. Mais une fois que, avant normalement ça, à ce que normalement ces deux éléments que je vous ai bien sûr donné comme fournisseur que là, donc normalement la dette à échéance et montant certain, elle a été liée à un événement déjà passé. Il y a un événement. Il y a une date, il y a une naissance d'un événement. Et il y en a aussi une échéance, il y en a ici aussi une valeur ou bien un montant de cette dette-là. C'est pour cela qu'elle est inscrite normalement comme passif. Alors que pour une provision, elle est classée sous forme d'une provision s'il y a déjà aussi un événement passé, mais dont le montant et la durée est incertain. À partir de ça, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple aussi? L'entreprise, elle a licencié un salarié sans faute grave. Donc il y a un fait, il y a un événement. Mais le salarié, il s'est retourné vers l'inspecteur du travail et normalement l'entreprise, elle va payer des dommages et intérêts pour ce salarié-là. Mais le montant, on ne le connaît pas, juste on peut l'estimer, c'est pas certain. Et la durée, ou bien l'échéance, n'est pas encore certaine. Donc vous voyez, s'il vous plaît, la différence entre une dette fournisseur et un dommage et intérêt à impayer un fournisseur, ou bien un client, ou bien un salarié, une fois qu'il y a une faute commise vis-à-vis de ces agents économiques-là, vis-à-vis de ses partenaires. Il y a un fait, il y a un événement passé, mais le montant et l'échéance sont incertains. Parfois, certains éléments qui ont été constatés comme des éléments de passif, comme de provision pour risque et charge sur le plan comptable marocain, tels que par exemple provision pour garantie dans le client, provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices. Normalement, l'événement, il n'est pas encore là. Donc, on ne peut pas, selon les normes IFRS, inscrire ces éléments-là sous forme des éléments de provision. Parce qu'il n'y a pas d'événement réellement passé. Donc, la provision, elle est inscrite au passif du bilan une fois qu'il y a un événement passé, mais la durée, l'échéance et le montant sont assez incertains, peuvent être tout simplement estimés. Ok? Alors, l'IAS 37 distingue les provisions des passifs et des passifs éventuels. Des passifs éventuels, ce sont ceux que je vous ai donné comme exemple tout à l'heure. Je parle ici sur je parle ici sur
pardon, sur les charges à répartir sur plus d'exercices, sur les éléments à engager dans le futur, mais qui n'ont pas encore, jusqu'à présent, aucun événement est passé. Alors, un passif est une obligation actuelle dont l'entité résultant d'événements passés et dont le règlement devrait se traduire pour l'entité pour une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont bien pressés en termes de montant et en termes d'échéance. Un fait générateur d'obligations, c'est un événement qui crée, on doit avoir un fait générateur qui crée une obligation juridique ou implicite qui ne laisse pas à l'entité d'autres solutions réalistes que d'atteindre cet engagement. Ça veut dire quoi? Je viens d'acheter une matière première, l'échéance dans 3 mois. Donc, je dois payer. Il n'y a pas normalement de choix. Je viens d'emprunter un emprunt, je dois payer. Je viens de licencier un salarié, je dois payer. Mais quand je parle de l'aménagement, est-ce que je dois réaliser l'aménagement? Il n'y a pas normalement de substance juridique et d'obligation juridique qui exige cet aménagement-là. Les dettes sont toujours comptabilisées. Elles constituent un passif certain dont l'échéance et le montant sont fixés de façon précise. C'est pour cela qu'elles sont inscrites sous forme de dette au passif. Alors, le passif éventuel, une obligation potentielle résultant d'événements passés et dont l'existence sera confirmée par la survenance ou non d'un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l'entité. Donc il n'y a pas de certitude, il n'y a pas d'événement à venir dans la certitude normalement qui va survenir aussi. Donc on ne peut pas bien sûr le comptabiliser. Alors une comptabilisation actuelle, une obligation actuelle résultant d'événements passés mais qui n'est pas comptabilisée. Car pourquoi on ne peut pas la comptabiliser? Il n'est pas probable qu'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques soit nécessaire pour atteindre l'obligation. Il n'y a pas normalement d'obligation. Ce qui est fait, on ne peut pas bien sûr l'inscrire puisqu'il n'y a pas d'obligation juridique qui nécessite l'engagement de l'entreprise afin d'atteindre bien sûr cette obligation-là. Est-ce que vous êtes, s'il vous plaît, quand je vous dis s'il vous plaît, provision pour assurance donnée bien sûr, pour assurance de vie maternelle. Est-ce qu'il y a obligation? Il n'y a pas d'obligation. Mais quand je vous dis bien sûr provision pour garantie donnée, pardon, pour normalement salarié licencié, oui. Il y a normalement une loi qui exige le remboursement de dommages intérêts et intérêts une fois qu'il y en a ce qu'on appelle une fois ce qu'on appelle voilà il y a un licenciement abusif de quoi? De salarié. Ou le montant de l'obligation ne peut être évalué avec fiabilité suffisante. Il y en a une fois aussi que je ne peux pas évaluer de manière suffisante le coût, c'est une preuve aussi qui nuit ou bien qui joue contre l'enregistrement comptable de cette opération. Alors, comptabilisation de la provision. Une provision doit être comptabilisée lorsque une entité a une obligation actuelle, juridique ou implicite résultant d'un événement passé. Il est probable qu'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques sera nécessaire pour atteindre l'obligation et le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable. Estimé de manière fiable, c'est pas de manière certaine, mais il y a une fiabilité, il y a presque une certitude dans l'évaluation de montant. C'est là bien sûr où il y a une différence entre une dette exigible et une provision à constater. C'est en matière de la fiabilité d'échéance et de la fiabilité normalement d'estimation de la valeur à engager. Mais les deux, ils partagent le même deux points essentiels. Ils sont liés à une obligation actuelle et les ressources il y aura normalement une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques. Si ces conditions ne sont pas réunies, aucune provision ne doit être normalement comptabilisée. Voilà.
OK? Donc, les conditions qu'on doit toujours voilà, avoir, les voilà. Obligation actuelle, sortie de ressources représentatives et estimation d'une manière fiable des ressources. OK? Alors, les provisions restreintes, ça veut dire quoi les provisions qui ne sont pas admises comme provisions en comptabilité selon les normes IFRS selon l'IS 37. Les provisions pour déménagement, ça veut dire quoi? Seuls les frais des dettes de loyer, la remise en état des locaux et les déménagements des biens non réutilisables peuvent faire l'objet d'une provision, mais les autres ne sont pas. Ce qu'on appelle les frais, les frais de débit, loyer. Ça veut dire quoi? Je voulais aménager un local, mais je dois louer le local en attendant l'aménagement de ce local-là. D'accord? Donc, le loyer, il est accepté. Je peux prévoir le montant de loyer et la durée de loyer, bien sûr, et je peux le constater comme provision. D'accord? La remise sur les locaux et déménagement des biens non réutilisables peuvent faire l'objet d'une provision aussi. Alors, la provision pour caution donnée, à ce qu'une provision n'est enregistrée que si la situation financière du cautionné à la clôture de l'exercice risque fortement d'entraîner sa défaillance. Ça veut dire quoi? Je donne une caution à un autre agent économique et s'il y a d'informations à ce que cet agent-là est en situation financière difficile, donc je peux normalement comptabiliser cette caution-là, ou bien en totalité, ou bien voilà, une partie sous forme de quoi? D'une provision aussi. Mais juste normalement, les provisions pour caution ne sont pas constatées comme des provisions, d'accord? Les provisions pour procéder au litige, trois conditions doivent être réunies. Il existe un dommage, par exemple un licenciement abusif. La responsabilité dans ce dommage est arrivée. Ça veut dire quoi? Que il est justifié. Et sa responsabilité sera mise en jeu. Ça veut dire quoi? Qu'il doit payer parce qu'il y a les deux éléments. D'accord? Sinon, les provisions, elles sont interdites. D'accord? Donc, à deux, pardon, ce sont des provisions qui sont acceptées. À deux, ce sont des provisions qui sont interdites. Les provisions pour grosses réparations, les provisions réglementées aussi, normalement, ce sont des provisions. On appelle des provisions réglementées, ce sont des provisions qui sont autorisées par la loi, mais en normes IFRS ne sont pas acceptées. Provisions pour hausse des prêts. Il n'y a pas de fait générateur aujourd'hui, il n'y a pas d'une date certaine, il n'y a pas de montant certain. Le hausse des prêts ou l'amortissement de règlement, ce sont des éléments qu'on ne peut pas évaluer dans le futur de manière qui est fiable. Le changement affectant les provisions. Ça veut dire quoi? La provision peut être voilà, augmentée ou bien diminuée. Augmentée, on constate une provision supplémentaire. Diminuée, c'est la contrepartie, c'est la provision doit être enregistrée sous forme de reprise. Ou bien la diminution de provision doit être enregistrée sous forme de reprise. Alors les provisions doivent être revues à chaque date. Donc le TUR est ajusté pour refléter la meilleure estimation à cette date. C'est une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques nécessaires pour régler l'obligation n'est plus probable. La provision doit être reprise. Utilisation des provisions, ça veut dire que la provision doit être utilisée pour l'origine où elle a été constatée. On ne peut pas, par exemple, une provision pour un salarié, le licenciement d'un salarié utilisée pour un autre salarié. Non, on doit toujours lier la provision à son origine. Ok? Une provision ne doit pas être utilisée que pour les dépenses pour lesquelles elle a été comptabilisée. Voilà une application à partir duquel nous pouvons parler sur les éléments que peut l'entreprise effectuer et de porter jugement sur ces opérations-là. Est-ce que
l'entreprise peut enregistrer une provision, oui ou non. Voilà la suite de l'exemple. OK. Et voilà le corrigé de cet exemple. OK. Et